8h23, bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci à l'un et à l'autre de nous avoir rejoints dans ce studio. Le gouvernement a-t-il raison de maintenir la hausse de la taxe sur les carburants du 1er janvier? Alain Duhamel. Celui qui va répondre oui va se faire pendre sur la place publique, c'est une évidence. La mesure, c'est devenu le symbole de la justice, de l'attaque contre le pouvoir d'achat des plus modestes. C'est d'ailleurs la réalité. Si vous le pensez, je vous défendrai, je vous rassure. Oui, mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Non, en réalité, je pense que à peu près tous les gens raisonnables, je reconnais qu'en ce moment ils sont une petite minorité, mais tous les gens raisonnables disent, puisque le gouvernement et peut-être les gilets jaunes tentent de mettre sur pied un dialogue, que ce dialogue est censé durer 3 mois, suspendons la taxe pendant les 3 mois, puis on verra bien après le résultat du dialogue. Ça aurait un sens, ça serait un geste. Bon, ça serait pas la fin de tout, ça serait pas l'inversion de la politique, mais ça serait... Quand je vous dis que je suis prêt à vous écouter, je vous écoute. Et je mets entre parenthèses ma mesure... le temps du dialogue. Pour au moins 3 mois de négociation. Et puis ensuite on voit. Éric Zemmour. Écoutez, je pense que de toute façon, qu'il l'enlève ou qu'il l'enlève pas, c'est trop tard. Je veux dire par là que l'essentiel est fait. C'est-à-dire que là, on a eu quelque chose d'assez étonnant et détonnant. C'est-à-dire vous savez, vous connaissez le mot du général de Gaulle qui disait dans toutes les victoires d'Alexandre le Grand, il y a les pensées d'Aristote. Et là, dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est une victoire intellectuelle d'abord. C'est-à-dire qu'ils ont montré qu'ils existaient. Vous savez, depuis 10 ans, un géographe comme Christophe Guilluy explique qu'il y a la France périphérique et qu'il y a la France des métropoles. Et on lui rit au nez quand on l'invective pas, quand on l'insulte pas. Aujourd'hui, même la presse de gauche passe son temps à dérouler le tapis rouge pour expliquer la France périphérique, etc. C'est ça le premier acquis de ce mouvement. C'est-à-dire que ces gens ont obtenu le droit à l'existence alors qu'elle était niée. Je pense vraiment que c'est ça qui est fondamental dans cette histoire. Après, c'est des mesurettes. Là, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. On a compris qu'il y avait 2 mondes, la France des métropoles. Moi, je dis là, vous savez, la double mondialisation, celle du haut, les élites mondialisées, celle du bas, l'immigration, et la France de Johnny, c'est la France périphérique. Vous voyez, la France qui était aux obsèques de Johnny, voilà. Ils sont reconnus. C'est pas la même, vous comprenez? C'est important. Bien. Ils sont reconnus, et j'ai compris votre première intervention. Voilà. Mais la question maintenant, c'est comment on sort de cette crise qui est tout simplement en train de bloquer le pays et qui peut dresser certains Français contre d'autres, parce que c'est évident. Un sondage à 80% de satisfaction, je peux vous dire que ça passera son temps à un moment ou à un autre. Évidemment. Alors, d'abord, il faut, comme toujours, nuancer un peu ce que vient de dire Éric Zemmour. Mais autrement, rien ne fonctionnerait plus. Quand il dit il y a la France des métropoles et la France périphérique, c'est vrai. Oui. Bon, mais quand on identifie la France périphérique avec la grande pauvreté... j'ai pas dit. Est-ce que j'ai dit ça? Non, mais j'ai le droit de nuancer. Mais vous nuancez quelque chose que j'ai pas dit. Mais si, parce que dans le Giuly que j'ai lu comme vous, dans le Giuly il dit pas la grande pauvreté. Non, mais il dit qu'il y a une identification entre la paupérisation et les territoires. Alain, paupérisation, c'est pas grande pauvreté. La grande pauvreté, elle est dans les métropoles et surtout dans les banlieues autour des métropoles. C'est pas vrai. À 80%. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Alors maintenant, à la question. C'est pas vrai du tout. Ça, c'est le mythe des métropoles justement. Pardonnez-moi, Alain, je vous interromps. Non, je vous pardonne ça, pas c'est la volonté des gens que vous représentez, c'est-à-dire les bourgeois. Non. La bourgeoisie des métropoles qui veut faire croire que la grande pauvreté, c'est les populations immigrées des banlieues. C'est le faux. C'est pas du tout ce que vous avez dit, Alain. Dans les banlieues, il y a des populations immigrées aujourd'hui. Non, il peut pas terminer parce que c'est faux. Bon, alors, d'abord, en ce qui concerne la bourgeoisie... Non, attendez, vous distribuez pas la parole, parce que sinon... Je distribue pas la parole, je lui dis... Non, je suis très sérieux. Il est normal qu'on... Si on ne peut pas s'écouter et se parler, on ne débat pas. La preuve que j'ai écouté, parce que je veux répondre. Alain Duhamel reprend la parole, merci. Je vous en prie. Bon, alors, d'abord, en ce qui concerne la bourgeoisie métropole, à ma connaissance, vous êtes de la bourgeoisie et vous vivez en métropole. Donc, absolument. Donc, ne simplifions pas les choses et ne faisons pas des caricatures... C'est intellectuel, ce que je dis, pas sociologique. Des caricatures sociales. Ça serait plutôt démagogique qu'intellectuel. Non, pas du tout. Maintenant, ce qui est le plus intéressant... C'est-à-dire non pas ce que vous venez de dire, mais la question qu'a posée Yves. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a 2 types de crises complètement différentes. Il y a la crise des Gilets jaunes qui est impressionnante parce qu'elle fait ressortir. Et celle-là,
on verra bien si on arrive à la traiter, on verra bien si le dialogue débouchera sur quelque chose, on verra bien si le mouvement finira par mourir de lui-même. Il y a un décalage gigantesque entre le nombre décroissant de manifestants et l'énorme popularité croissante du mouvement. Et ça m'amène à l'autre crise qui, à mon avis, est bien plus importante que la crise des Gilets jaunes, l'autre crise qui est une crise sociale et politique profonde en France, parce que ce qui est ressorti à l'occasion des Gilets jaunes, les Gilets jaunes sont l'instrument, mais ce qui est ressorti derrière, c'est un énorme malaise et un énorme refus de l'évolution de la société, donc une énorme déception. Et quand on voit les 80%, il est clair que ce ne sont pas simplement les populations défavorisées qui réagissent de cette façon. Et ça débouche aussi, à terme, si on ne trouve pas les réponses, ça débouche sur une crise politique profonde, parce qu'on a essayé la gauche, on a essayé la droite, on n'essaye ni la gauche ni la droite. Si rien ne marche, ça veut dire Rassemblement National. Donc la crise est aussi politique. Vous nous avez dit il y a un instant, Éric Zemmour, finalement, c'est une analyse qui est faite depuis très longtemps, mais qu'on ne voulait pas entendre. Exactement. Et qui a été sous les crachats des universitaires et de la presse de gauche. La crise est devenue politique. On dit maintenant qu'il y a des tensions objectives entre le président de la République, qui est en Argentine, et son Premier ministre. Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième fait majeur, c'est que le pouvoir macronien ressemble dans cette crise à sa caricature. C'est-à-dire que je n'osais même pas, vous savez, quand on dit un pouvoir déconnecté, un pouvoir des élites technocratiques et en même temps mondialisé, même moi, je ne crois pas à la caricature que j'en faisais. C'est bien de le dire. Non mais voyez, vous voyez jusqu'où je vais. Là, ils se sont montrés qu'ils étaient conformes à leur caricature. C'est assez extraordinaire. Ils ne comprennent rien à ce mouvement parce qu'ils ne comprennent rien à la France qui est là devant eux. Cette France-là qu'ils ignorent, qu'ils ont méprisée et qu'ils ont dédaignée, qu'ils ont sorti de leur tête parce que pour eux, elle est sortie de l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai réagi aussi vivement à Alain. Parce que pour eux, les classes populaires, et c'est le discours médiatique, c'est les banlieues immigrées. Non, les classes populaires, c'est les gilets jaunes. Et ça, les élites au pouvoir n'ont pas voulu le voir. Et là, ils se prennent ça en pleine gueule. C'est inouï. Et bien justement, Alain Duhamel vient de nous suggérer l'idée que si on ne trouvait pas une issue à tout cela, ça se terminait avec le Rassemblement National. Est-ce que c'est votre intuition ou le constat que vous pouvez faire vous aussi? C'est l'argument habituel qui est, ça fait le jeu du Front National, et c'est l'argument... C'est pas un argument, c'est une constatation. Non, c'est pas une constatation. Non, c'est une constatation que je conteste. À ma question qui est, est-ce que ça va se terminer avec le Rassemblement National, que me répondez-vous? Je vous réponds non. Il y a un vrai problème en France aujourd'hui, c'est l'impasse politique. Mais je disais ça avant les Gilets jaunes. Il y a une impasse politique car il y a une majorité sociologique qui n'a pas de débouché politique. C'est tout le problème du Rassemblement national. C'est que le Front National ou le Rassemblement national incarne une révolte, mais qui n'arrive pas à faire déboucher sur une alternative politique. Une dernière question, une question posée, ce sera la dernière que je vous pose à la Je pense que c'est le problème de la droite, excusez-moi. Je pense que justement, parce que Mitterrand avait réglé le problème avec le Parti communiste par l'Alliance. Mais ça nous ramène ponctuellement aujourd'hui avec la situation du Premier ministre. Est-ce qu'il est menacé par ce mouvement? D'autant plus qu'il est censé aujourd'hui recevoir des gilets jaunes dont on ne sait même plus qui sont les porte-paroles, puisque ça change quasiment à chaque instant. Donc on ne sait pas au moment où on parle. Selon les décomptes de la rédaction d'RTL, on pense qu'ils seront 3. Mais ça n'est même pas avéré au moment où nous parlons. Je vais vous dire, ça fait 60 ans qu'à chaque fois qu'il y a une crise politique, immédiatement on glose sur le contraste, l'opposition, les tensions entre le président de la République et le Premier ministre. Il y a sans doute des tensions entre le président de la République et le Premier ministre, parce que la situation est à la fois tellement grave et tellement difficile à déchiffrer. Et surtout, les solutions sont tellement incertaines que c'est humain qu'il y ait des tensions, mais je dirais que ça n'est pas important. Mais donc, selon vous, le chef de gouvernement n'est pas menacé? Écoutez, je vais vous dire je suis d'accord. Je vais vous dire ce que je pense puisque vous me le demandez. Honnêtement, je m'en fiche et ça n'a aucune importance, ça. Ce qui est important, c'est de savoir... Ah non, c'est un mouvement social à la peau d'un Premier ministre, ça a un sens. Non, attendez. Si, ce qui est important, c'est à partir du moment où il y a... je dirais une réaction psychologique française, comme d'ailleurs ça arrive de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps, qui est de rejet de l'évolution d'une société et de rejet d'éventuels thérapeutiques pour faire face à ça. Voilà. Si on est dans cette situation-là, c'est bien au-delà du destin d'un Premier ministre. C'est
quel type de sortie politique et économique est-ce qu'on peut donner à une situation comme celle-là? Et là, pour l'instant, je n'ai pas vu le premier commencement, la première lettre du premier mot, de la première phrase, d'une réponse ni au gouvernement, ni dans les oppositions. Absolument d'accord. Bah écoutez, alors, vous êtes finalement d'accord, oui. donc je crois qu'on va en vient, rester là, parce que... C'est-à-dire qu'on est d'accord quand j'arrive à parler. Quand il arrive sur ma ligne, évidemment, on est d'accord. Non, excusez-moi. Alors ça, je ne marche pas dans cette histoire. Merci infiniment, Éric Zemmour. Merci Alain Duhamel, le président du Sénat. Donc je vous rappelle que parmi les mots d'ordre auxquels on a droit en ce moment chez les Gilets jaunes, eh bien la suppression de l'institution qu'il gère est demandée, sera l'invité du grand jury dimanche sur RTL.